Dans cette émission, nous nous poserons évidemment toutes les questions. On essaiera de partager cette émission en plusieurs parties, où on en est réellement aujourd'hui, alors qu'on attend la conférence de presse du procureur cet après-midi à 16h. Le rôle des médias, le rôle de LFI, le rôle de l'extrême gauche et des témoins. Que disent les témoins sur le terrain? Nous avons dans le studio Jordan Florentin, directeur de la publication de Frontières, qui a interrogé des témoins sur place. Nous avons Julie Saint-Germe, journaliste de l'Observatoire du journalisme, qui nous parlera du rôle des médias. On aura dans un instant aussi en ligne à 12h le Jarl, lanceur d'alerte sur l'insécurité urbaine, auteur du livre Ça va mal finir. Et puis à 12h15, nous aurons Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, qui est vraiment au cœur de ce dossier. Voilà, une édition spéciale ce matin. D'abord, Gabriel Cluzel, votre regard sur cette affaire, pour savoir, et puis on verra aussi évidemment où on en est déjà. Écoutez, moi je voulais tout d'abord dire que j'ai une pensée pour ses parents, évidemment, pour sa sœur également, parce que c'est un drame qui est devenu national par sa dimension politique, mais il faut se souvenir que c'est d'abord un drame intime. Et c'est vrai que toutes les descriptions que j'ai eues de la personnalité de Quentin, de la part d'un de ses colocataires notamment, montrent que c'était quelqu'un d'absolument pacifique, doux. Un de ses colocataires m'a dit surtout, précisez bien que c'était le plus doux et le plus pieux des garçons que je connaissais. Alors on le présente certes comme un militant politique, qu'il était peut-être, je ne sais pas, mais ce que je sais aussi, parce que j'ai lu aujourd'hui le communiqué du pèlerinage de Chartres, qui était récemment converti, adjoint au chef de chapitre d'un chapitre à Chartres, du pèlerinage, donc de Lyon, un chapitre de Lyon. Donc c'est vraiment il était vraiment, il vivait sa foi. Il avait même été parrain de confirmation de son père. C'est quand même très touchant. Et quand je vois aujourd'hui les sauts de boue qu'on lance, vous savez, l'extrême gauche n'a aucune décence, aucune retenue, il devrait y avoir le temps de la famille, qu'on lance déjà sur lui. Pourquoi? Pour justifier? C'est quoi l'idée? Donc c'est vrai que il y a les dimensions de la peine, mais il y a les dimensions de la colère. Et puis je crois qu'on pourrait faire un long chapelet de j'accuse, ou en tout cas d'interrogations fortes. Pourquoi Sciences Po Lyon a-t-elle invité Rima Hassan? Pourquoi les LFI a soutenu la jeune garde, mais de façon absolument officielle? Pourquoi des partis se sont associés, je pense notamment à Avignon, à LFI, pour faire élire ce qui était un antifa, le fondateur de la jeune garde qui était Fiché S? Pourquoi les différents ministres de l'Intérieur ont été si pusillanimes avec l'extrême gauche quand ils sont si efficaces avec l'extrême droite? Enfin, toutes ces questions-là, je crois qu'elles doivent être aujourd'hui posées sur la table. Nous le devons à Quentin. Nous le devons à Quentin. Rappelons que c'est dans cette émission, Christine Kelly-Vous, que vous avez appris, grâce à Eric Tegner et Frontières, que Raphaël Arnaud a été définitivement condamné pour violence. Qui a repris l'information? Peu de personnes, à part CNews. Donc, évidemment, il y a un rôle des médias, beaucoup de questions à se poser. Un rôle des médias publics aussi. J'ai oublié ça dans le défilé. J'allais même dire, notamment, ne vous inquiétez pas, parce que les questions, elles sont tellement nombreuses, Gabriel Cluzel, elles sont tellement nombreuses. Avant de vous donner la parole, Eric Tegner, on va écouter un reportage de Noémie Loisel, parce qu'il y a une série d'hommages à Quentin, et c'est important. Nous le devons à Quentin. Sous une pluie battante, des centaines de personnes demandent justice pour Quentin. Au premier rang, Marie, une amie du jeune homme de 23 ans. Quentin était un homme très courageux, qui était engagé, qui avait ses idées fortes et une foi très forte au cœur. C'est pas seulement sa personnalité qui est perdue, mais c'est aussi un peu l'image d'un homme innocent qui s'est fait agresser violemment et sans aucune raison. Dans les regards, de l'émotion, mais aussi de la colère, quand les noms de Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Arnaud sont évoqués, le ton monte. Tous dénoncent une complicité de l'extrême gauche dans ce meurtre. C'est inacceptable, il faut que ça cesse. Nicolas, la trentaine. Il faut que la gauche soit condamnée pour la violence politique qu'elle encourage, soit elle rentre dans le champ républicain, soit il va falloir les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes. Donc il va falloir les mettre en prison et pour longtemps. Un sentiment que partage Julien, même s'il redoute que les violences se poursuivent. Le danger aujourd'hui, c'est les révolutionnaires qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. La violence augmente et il ne se passe rien, ça va continuer, les morts, l'État ne fera rien. Le rassemblement s'achève par une prière pour Quentin. Le Seigneur est avec vous. Puis spontanément, le public entonne une Marseillaise.
Voilà, c'est un reportage de Noémie Loisel et Charles Bouchat qui se termine évidemment par la Marseillaise. Éric Tegner, je vous donne la parole dans un instant. On marque une pause, on revient. Et on revient aussi avec Jordan Florentin qui va nous dire aussi où on en est réellement. Vous avez eu de nombreux témoignages. Moi, je parle très sincèrement. Espérons que ça ne finira pas comme Crépol. On a eu des témoignages pour Crépol. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour Crépol. On marque une pause et on revient. Oui, on aura Serge qui nous appelle d'Île-de-France. Alors avec Julie Saint-Germain, on verra effectivement le rôle des médias. Jordan Florentin, on verra, vous avez eu les témoins et on verra aussi où est-ce qu'on en est, ce qui s'est passé réellement. En tout cas, pour l'instant, en attendant la conférence de presse du procureur. Et d'abord, Éric Tegner. Alors, on l'apprend à l'instant que l'accès à l'Assemblée nationale a été suspendu pour l'assistant parlementaire du député LFI, Raphaël Arnaud. Éric Tegner. Alors moi je suis très en colère parce que comme beaucoup de journalistes ou encore d'intellectuels, on a été nombreux à quand même alerter le grand public et les politiques sur le risque de l'extrême gauche et de l'ultra gauche. C'était tellement important que nous chez Frontières, au mois de décembre, on en avait parlé chez vous Christine, on avait consacré notre magazine avec une couverture, on mettait Raphaël Arnaud et on titrait Antifa, la nouvelle menace terroriste. À l'intérieur en effet on rappelait comment Raphaël Arnaud, on révélait comment il avait été condamné définitivement pour violence. Je le dis parce que Libération ce matin qui fait sa couverture sur le sujet. Ils ont fait un article avec un journaliste qui s'appelle Pierre Plotu, dont la majorité des informations viennent justement de ces militants d'extrême gauche qui peut expliquer qu'il les protège et qui essaye de dire que finalement à Lyon, de toute façon, l'ultra-droite est plus violente que l'ultra-gauche. Il prend plein de faits, mais il ne rappelle même pas que Raphaël Arnaud lui-même a été condamné parce qu'en 2022, il a agressé un jeune parce qu'il était blond et parce qu'il avait l'air d'être de droite, alors que cet homme n'avait absolument rien fait. Violence en réunion, 4 mois de prison. On avait également expliqué dans ce magazine que le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui est pointé et qui, vous venez de dire effectivement, il est interdit d'accès à l'Assemblée nationale, il avait déjà été cité dans une attaque violente contre des militants de droite en 2024. Tous ces éléments-là étaient étayés. Et à chaque fois, on allait nous expliquer que c'était du fantasme. Jordan Florentin, il y a 15 jours, ce collaborateur parlementaire l'a agressé devant un meeting de la France Insoumise. Personne ne l'a défendu. Personne. Et donc, en fait, cette grande phrase qu'on cite à chaque fois, un jour il y aura un mort, elle est arrivée. Voilà. Sauf que le problème, c'est que demain, ça peut être un autre mort. Et donc, vous l'avez dit, il va falloir arrêter de mettre tout sous le boisseau comme ils l'ont fait sur l'affaire Crépol avec le jeune Thomas. Et on espère qu'il va se passer des choses. Et ce qui se passe des choses, c'est quoi? C'est les fermetures de toutes les associations d'extrême gauche. C'est les arrestations systématiques pour tous ceux qui vont pouvoir faire, par exemple, des regroupements de faits. C'est les arrestations également et les procédures judiciaires contre toutes les violences. Parce qu'aujourd'hui, ils vont devant face caméra agresser des gens à chaque fois, les revendiquer. Avant, ils se cachaient il y a 3 ans. Maintenant, ils prennent des photos, ils revendiquent. Il ne se passe jamais rien. On verra effectivement si ça changera la donne. C'est vrai, Éric Tegner, vous avez averti, vous avez annoncé, vous avez dénoncé au risque d'être menacé, au risque d'être traité de facho, de fake news. Vous, Jordan Florentin aussi, qui êtes régulièrement sur le terrain. Et puis CNews aussi a beaucoup averti, annoncé au risque d'être traité de facho et d'extrême droite. Voilà l'étiquette que l'on met pour pouvoir empêcher de dire la vérité. On vous déclare nazi, on vous déclare facho, et ensuite ça donne le permis de tuer. Et vous imaginez que samedi, il y a un vidéo-reporter qui s'appelle Vincent Lapierre, qui est allé faire un reportage pour YouTube, parce qu'il en fait beaucoup lorsqu'il y a ce type d'agression. Il était samedi. Il s'est fait à nouveau agresser, ça a été filmé par TF1, ça a été diffusé dans le JT de 20h. C'est-à-dire qu'il pense tellement être impuni que le lendemain, le jour même de la mort d'un jeune qu'ils ont assassiné, ils s'en prennent à nouveau en plein jour à des vidéastes. Non mais c'est un monde totalement parallèle en fait aujourd'hui qui se passe. Jordan Florentin. Et petite précision, il s'agirait des membres de la GAL, qui est un groupuscule lyonnais qui avait été déjà dissous, mais qui quand même se reconstitue et vient agresser des journalistes. Voilà, il n'y aurait pas de lien direct avec la gendarme, puisqu'il y avait une scission entre la Jeune Garde et la GAL à Lyon. Mais en attendant de savoir ce que le procureur nous dira à 16h, la version des faits qui paraît être la plus cohérente, qui est recoupée par différents témoins, c'est donc que Rima Hassan est arrivée aux alentours de 18h à Lyon. Elle a été récupérée par des membres de la Jeune Garde à la gare de Lyon pour assurer sa protection. C'était donc on aurait bien, jeudi effectivement, on aurait bien quand même un accompagnement, comme on le voit dans différents meetings de la France Insoumise, de la Jeune Garde, comme on l'a vu à Avignon, qui viennent sécuriser l'abord des événements. Némésis avait prévu une action pacifiste. On parle d'agression, on parle de perturbation. Il s'agissait simplement d'un drap avec une banderole avec une inscription dessus pour venir dénoncer la venue de Rima Hassan comme conférencière, alors qu'on a bien vu Alice Cordier viendra dans un instant de studio d'Europe 1 qui rappelle effectivement qu'elle n'avait qu'un drap.
Effectivement, dans cette faculté de Sciences Po. On a 15 militantes de Némésis qui sont présentes et qui sont accompagnées, mais de façon discrète, par des jeunes qui se sont proposés bénévolement d'assurer leur sécurité et qui se mettent de façon discrète dans la rue où Quentin se fera agresser plus tard. Ils sont pas présents devant Sciences Po, ils sont à côté, de façon à intervenir pour exfiltrer et sécuriser Némésis si besoin se présente. Sauf que, et c'est pour ça que la thèse de la RITS, à mon sens, ne tient pas, parce que dans une RITS, vous avez deux parties prenantes, c'est-à-dire deux groupes qui s'affrontent. Là, dans la version la plus cohérente, c'est que les antifas auraient pris par surprise, dans une façon un peu guet-apens, les membres qui assuraient la sécurité de Némésis dans la rue. Laurent Nunez dit que le mot risque n'est pas du tout approprié et il dit que le mot risque semble sous-estimer le phénomène. Effectivement. Et donc, à ce moment-là où ils se trouvent dans la rue adjacente, les antifas les prennent par surprise, les encerclent, ils arrivent à 30, on parle même de 40 personnes, coquets, avec des gants coquets, qui utilisent des armes, du mobilier urbain, des trottinettes, des bâtons. Qu'est-ce que c'est qu'un gant coquet, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est comme des gants de moto, mais qui protègent les phalanges. Et d'ailleurs, je souligne quand même que c'est le tatouage que Raphaël Arnaud a sur la main, qu'il a transformé depuis en papillon, pour faire mine que ce n'était pas un gant coquet. Donc ils arrivent d'une façon presque préméditée également, parce que s'ils sont armés, ça veut dire qu'il y a une intention de tuer. Un des témoins nous dit, ils avaient l'intention de nous tuer. Alors, on va revenir sur les témoins dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé ensuite, on va revenir sur ce que les témoins vous ont dit. Je venais d'abord écouter, si vous le permettez, Jordan Florentin, parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce matin. CH qui nous appelle pour donner aussi la parole aux auditeurs d'Europe 1. Vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Oui, CH comme beaucoup, je reçois aussi des messages, des SMS, des WhatsApp qui me disent, voilà, on est horrifiés. Alors moi je suis horrifié et je continue en fait à ce qu'a dit Éric Tegner, c'est que moi je suis horrifié contre LFI, mais je suis horrifié aussi contre les électeurs qui votent LFI. Je suis horrifié contre François Hollande, Gabriel Attal, Elisabeth Borne et compagnie et Marine Tondelier qui au second tour se rallient toujours à LFI. Qu'est-ce que font tous ces gens-là? Et on avait entendu il y a peu de temps François Hollande, à qui on avait posé la question, je ne sais plus quel journaliste lui avait demandé entre RN et LFI pour qui vous votez, et lui, tout bonnement, il a dit je ne vote pas pour l'extrême droite. C'est-à-dire que lui, il voterait pour LFI, un mouvement comme ça. Et je sais bien, Christine Kelly, parce que je vous suis aussi et sur Europe 1 et sur CNews, que LFI ont eu des propos scandaleux au niveau du pogrom du 7 octobre. Et je me demande comment ça se fait qu'il y a encore des électeurs qui votent pour des gens qui sont divers gauche, mais qui ont LFI comme appui pour les élections municipales. Quand vous vous demandez comment ça se fait qu'il y ait des électeurs qui votent pour des gens divers gauche, alors évidemment, c'est la démocratie, on vote pour qui on veut, etc. Mais il faut dire que tout ça est couvert, les informations, la vérité n'est pas dite par les grands médias, notamment ceux du service public. Le silence est coupable, on cache la vérité. Regardez ne serait-ce que le mot RICS qui a été employé, alors que Laurent Nunez, lui-même ministre de l'Intérieur, nous dit que c'est un mot qui sous-estime le phénomène. Laurent Nunez parle de la participation de la jeune garde, parle du lynchage de Quentin, alors que certains parlent d'affrontement. Merci beaucoup Serge pour votre témoignage en direct sur Europe 1. Merci d'avoir témoigné votre horreur et de dire effectivement que la jeune garde est sous la responsabilité de Raphaël Arnaud, le député LFI et fichier S, est condamné effectivement pour violence. Rappelons que vous l'aviez appris dans cette émission en direct sur Europe 1. Jordan Florentin sur Europe 1. Revenons sur effectivement le déroulé des faits. Donc vous nous disiez Rima Hassan, 18h déjà. Comme vous le disiez, on se pose la question de pourquoi Sciences Po accueille Rima Hassan. Nous sommes en pleine élection des municipales, on peut se poser la question. Ensuite, vous parlez de à la fois Némésis qui avait des draps et en face ceux qui avaient des gants coquets. Et il y a quelque chose sur lequel il faut bien insister, c'est que rue Victor-Lagrange où se passe l'affrontement, d'après la version des témoins et des amis de Quentin qui étaient présents sur place, eux n'ont pas cherché à rendre de coups, ils ont cherché à se protéger, à reculer et à s'enfuir. Et en fait, c'est à ce moment-là où ils s'enfuient que 3 d'entre eux, dont Quentin, se font attraper
par des membres de la Jeune Garde. Ils reconnaissent parmi eux le collaborateur de Raphaël Arnaud. On a 15 témoins qui reconnaissent sa présence. D'ailleurs, dans le communiqué de la Jeune Garde, on semble quand même sous-entendre qu'il était bel et bien présent. Lors du lynchage, on a 5 à 6 membres, qui sont d'ailleurs ceux qui sont certainement qui vont être interpellés. On a une femme qui est présente et un des témoins nous dit « On a vu un membre de ce commando sauter à pieds joints sur la tête de Quentin. » Et on a un autre témoin qui nous dit « Le collaborateur de Raphaël Arnaud menait la charge, proférait des insultes et aurait lui-même, je dis bien aurait, c'est la version des témoins, porté des coups à Quentin. » Et ensuite, vous connaissez la suite, Quentin se relève, pendant 1h30 arrive à déambuler dans les rues de Lyon, et c'est ensuite qu'il est pris en charge par les secours. Il était encore conscient, et ses amis ont découvert le lendemain qu'il était finalement en état de mort cérébrale. Incroyable, nous sommes tous émus. On va écouter justement un de témoignages que vous avez pu recueillir, Jordan Florentin pour Frontières. Vous êtes sur Europe 1. Donc quand ils sont arrivés, ils nous ont repoussés dans une rue sur à peu près 500 mètres, en faisant vraiment une grosse pression. Limite, ils nous entouraient parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Nous, on essayait surtout de se protéger entre nous, de faire un bloc pour pas que justement ils arrivent à choper des personnes pour les prendre à partie. Résultat, à la fin, il y avait beaucoup trop de pression sur nous. On était vraiment de se faire entourer. Donc du coup, on est tous partis en courant. Partant en courant, ils ont réussi à attraper 3 personnes, dont Quentin. Donc 3 personnes se sont fait lyncher. Ils ont volé leurs chaussures, leur téléphone, ils leur ont asséné vraiment beaucoup de coups. Ils étaient plusieurs sur eux, que ce soit des coups de coude, des coups de pied dans la tête. J'ai vu une personne se faire sauter à pieds joints sur la tête, alors que cette personne était inconsciente. Enfin, elle se protégeait même pas. Elle avait les bras le long du corps, elle était inconsciente. Et puis ensuite, suite à cela, on s'est tous regroupés sur les quais de la Saône, les quais du Rhône, pour essayer de savoir si tout le monde était là, juste pour voir s'il n'y avait pas de blessés, etc. Voilà un témoignage exclusif que vous pouvez entendre sur Europe 1, recueilli par Jordan Florentin de Frontières. On va écouter aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de cet assistant parlementaire, Jacques-Élie Favreau, qui est mis en cause. Cet assistant parlementaire, et je rappelle que son accès à l'Assemblée nationale a été suspendu ce matin par la présidente de l'Assemblée nationale. Écoutons un extrait recueilli là aussi par Frontières pour Europe 1. Le lynchage de Quentin, tu as pu le voir de tes yeux. Est-ce que tu te souviens qui a attaqué, qui a porté des coups? Je me souviens qu'en première ligne, on avait plusieurs grosses têtes de l'antifascisme lyonnais. On avait l'attaché parlementaire qui était présent. Je l'ai vu de mes yeux. On en avait d'autres qui étaient présents, mais qui sont connus en fait. Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Toi, tu confirmes l'avoir vu sur place? En première ligne, il était là, il tapait. Et il a porté des coups? Il a porté des coups, plusieurs coups, et énormément de coups. Il a porté des coups au jeune Quentin, comme à tous les autres qui étaient présents. Et sa horde d'Antifa derrière était présente aussi, et tapait aussi, tout pareil. Et Jacques-Élie Favreau était présent. Je l'ai vu de mes yeux. Une plainte déposée cite nommément Jacques-Élie Favreau. Pourtant, Raphaël Arnaud aurait dit à Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui dit à nos confrères de LCI, ils n'étaient pas là, eux démentent. Moi je l'ai vu de mes yeux. Raphaël Arnaud n'était pas présent. Donc on peut lui dire ce qu'il veut. Moi j'étais présent, on était 15 à l'avoir vu. La police fera son travail, des caméras de surveillance ont pris les vidéos, tout a été filmé, et pour une affaire comme ça, il payera. Il a été vu, tout le monde l'a vu, on est sûr à 100%, il était présent. On marque une pause, on revient sur Europe 1 avec d'autres témoignages exclusifs sur Europe 1. Nous aurons aussi Julie Saint-Germès de l'Observatoire du journalisme qui va nous parler du rôle des médias dans cette affaire. On marque une pause, on revient sur Europe 1. Et vous